Bonjour à tous, je m'appelle Chris Doran, un spécialiste des ventes techniques pour ITM Instruments. Merci de nous avoir rejoints pour notre webinaire aujourd'hui, présenté par ITM Université. Les essentiels solaires, mise en service et maintenance des systèmes photovoltaïques avec Fluke. Nous couvrirons une bonne quantité d'informations dès la prochaine 45 minutes, puis nous aurons du temps à la fin de la présentation pour les questions et réponses. Nous vous encourageons à poser des questions tout au long de la présentation, si vous avez. Utilisez simplement la fonction de questions ou la fonction de chat et nous répondrons à vos questions durant la période questions et réponses. ITM et Fluke travaillent en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de Fluke au Canada. Ceci est le résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise en matière de produits, notre service et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Claude Boudreau, technicien en instrumentation et contrôle, ayant suivi plusieurs formations de perfectionnement à métrologie, thermographie, analyse de vibration, infiltrométrie, ultrasons et analyse de puissance. Représentant technique en équipement de test et mesure depuis plus de 30 ans, donc plus de 25 ans pour ITM Instruments. Claude, la présentation est à vous. Eh bien, bonjour tout le monde. Comme Chris le mentionnait, mon nom est Claude Boudreau. Puis là, il va falloir que je change mon intro parce que là, cette année, c'est mon 30e anniversaire là, avec ITM Instruments. Donc, les années se suivent et on continue toujours. Fait que, comme Chris le mentionnait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de regarder les essentiels solaires. Donc, on va regarder tout ce que ça prend pour la mise en service et la maintenance des systèmes photovoltaïques. Donc, l'objectif d'apprentissage d'aujourd'hui, on va regarder c'est quoi que ça nous prend comme type d'équipement. On va examiner les cotes de catégorie, la façon dont elles s'appliquent à l'énergie solaire. On va regarder les normes CEI 62-446-1, un petit peu de -2 aussi. On va faire on va analyser le flux de travail solaire, donc tous les types de tests dépendant des étapes. Fait qu'on va essayer également de faire un gros survol de la maintenance des panneaux photovoltaïques. L'idée aujourd'hui, c'est également de vous expliquer les différents tests possibles, de vous expliquer aussi c'est quoi les dangers, donc d'aller le côté sécurité. Une des choses avant de commencer, on va juste faire un petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'est un transitoire? Un transitoire, c'est un pic de tension indésirable momentané. Un transitoire peut être créé soit par un moteur ou une charge inductive qui s'éteigne ou qui s'allume. Ça peut être le dysfonctionnement d'un équipement. Ça peut être la commutation des charges au niveau de l'utilitaire, donc dans notre cas Hydro-Québec, lorsqu'ils font des changements au niveau de ce qu'ils font la commutation des charges. Ça peut être aussi des entraînements à vitesse variable. Ou ça peut être aussi la foudre. Donc, la foudre peut créer des transitoires. Les transitoires sont invisibles et en grande partie inévitables. Donc, on a des transitoires qui se produisent, mais ne sont pas tous aussi dommageables les uns que les autres. Ça peut durer moins de 100 millisecondes. Honnêtement, ça peut même être à l'intérieur du microseconde. Donc, normalement, on va parler là, de choses qui vont arriver à l'intérieur d'un cycle, comme si on regarde mon image présentement, bien, comme un cycle Hydro-Québec est de 16,6 millisecondes, bien, on se rend compte que ces pics-là sont arrivés beaucoup plus rapidement que 1 milliseconde. Ça peut surmonter des protections d'entrée des équipements d'essai, puis ça peut provoquer des arcs électriques, ça peut faire des fermetures. Donc, on peut avoir certaines problématiques au niveau de nos appareils. Dans ce cas-ci, on voit même une pointe jusqu'à 8000 volts. Lorsqu'on veut faire des tests électriques, c'est important d'avoir le bon équipement. Un peu comme tous les équipements de protection individuelle,
Si vous n'avez pas le bon appareil, vous vous mettez à risque. Ce qui peut se produire, c'est que si je travaille avec un appareil, un exemple de catégorie 1 et je suis dans une section de catégorie 4, ben, je pourrais me retrouver avec un appareil qui n'est pas protégé adéquatement. Donc, si jamais il y a un incident, l'appareil ne pourra pas me protéger moi. Donc, l'appareil n'étant pas protégé lui-même, il ne me protégera pas. Quand on regarde les panneaux solaires, c'est des installations électriques câblées permanentes selon IEC 61730-1 avec ce qu'on appelle des surtensions de catégorie 3. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans la section des panneaux solaires, on doit avoir un appareil de catégorie 3. Lorsqu'on arrive à l'intérieur d'une catégorie, ben là, à ce moment-là, il faut qu'on regarde un petit peu plus loin. La tension nominale plus élevée va indiquer une résistance transitoire plus élevée. C'est-à-dire que si je suis dans une section catégorie 3, puis j'ai deux appareils avec moi, j'ai un qui est 1500 volts de protection, puis l'autre qui est 1000 volts, bien c'est sûr que celui de 1500 volts va être plus élevé. Très important aussi, si vous avez un appareil catégorie 3, 1000 volts, il faut vous assurer que les test leads ou les fils de test que vous utilisez sont aussi des catégories 3, 1000 volts. Souvent, ce qui va se produire, c'est que lorsque tu as acheté ton appareil, tu as eu les bons test leads. À un certain moment donné, tu as peut-être eu une problématique à force de les entourer à l'entour de ton meter, chose qu'on ne devrait pas faire, mais que tout le monde fait. On étire tranquillement la gaine, puis à un moment donné, nos fils de test sont plus bons. On les remplace. Mais si tu ne remplaces pas avec des test leads qui sont de la bonne catégorie que ton appareil, bien là, le point faible devient tes fils de test. C'est-à-dire ton appareil, lui, peut supporter le gros spike que tu vas avoir, la grosse élévation de tension que tu peux avoir, mais tes fils, eux, ne le sont pas. Donc, encore là, si tu changes tes fils de test, on ne fait pas d'économie de bout de chandelle. On va chercher les bons appareils. Surtout si tu vas chercher en catégorie 3, 1500 volts. Ça, c'est de quoi qui est très, très rare. Il y en a quelques-uns maintenant. Là, un an ou deux, on n'en parlait même pas, mais là, on commence à en parler. Mais c'est sûr qu'eux ont leur propre fil de test. Puis, on ne peut pas prendre les fils de test d'un appareil catégorie 3000 volts pour le mettre sur un catégorie 3500 volts. Donc, c'est une bonne chose de toujours vous assurer d'avoir les bons équipements. Lorsqu'on regarde les différentes catégories, comme on disait tantôt, on peut avoir de 1 à 4. Pour vous donner une idée, si on prend à l'intérieur de vos résidences, de vos bureaux, lorsque tu t'en vas vérifier le 120 volts dans une prise électrique, bien là, on est rendu avec du catégorie 2. Lorsqu'on parle des équipements de transmission, donc tout ce qui est réellement, là, on pourrait dire Hydro-Québec, mais ça peut être dans certains cas une sous-station à l'endroit où est-ce que tu travailles. Là, on tombe dans du catégorie 4. Il y a différentes catégories selon le type de test que tu fais. Mais au niveau des équipements solaires, eux sont dans la catégorie 3. Donc, la première chose à regarder, c'est la catégorie. Donc, il faut s'assurer qu'on a la bonne catégorie. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la tension sur laquelle on travaille. C'est sûr que si tu travailles sur des lignes de 1000 volts, donc tu devrais avoir un appareil catégorie 3, 1000 volts. Si tu es sur du 1500 volts, parce qu'il y a de plus en plus de cellules photovoltaïques aujourd'hui, que le réseau complet va maintenant, on va parler de 1500 volts. Donc, si tu es dans ce cas-ci, ça te prendrait un catégorie 3, 1500 volts. Donc, l'équipement doit répondre à la fois aux exigences de la catégorie et de la tension. Puis, comme j'expliquais tantôt, assurez-vous que les fils que vous avez, que vous utilisez, sont aussi dans la même catégorie et la même tension. L'indice de tension en soi peut être trompeur. Catégorie 3, 1000 volts, va résister à des transitoires de 8000 volts, et plus sûr qu'une catégorie 2, 1000 volts, qui lui va résister à 6000 volts. Donc, c'est important, ce n'est pas parce que tu as un 1000 volts, si tu n'as pas la bonne catégorie, il n'est pas capable de supporter les transitoires aussi élevés. L'idée est simple, c'est qu'ils vont par niveau de risque, un peu comme en assurance. Puis la catégorie 3, s'il y a quelque chose, la tension peut être beaucoup plus élevée.
plus tu t'éloignes, plus tu passes à travers les transferts, etc., plus ça s'atténue. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir un système aussi protecteur. Certains compteurs sont évalués pour une haute tension, ça veut dire 1500 volts, mais ont une cote de catégorie inférieure, donc ne sont pas conçus ou testés à la cote de la catégorie la plus élevée. Ça veut dire, ce qu'on veut dire par là, c'est que je pourrais avoir justement un peu comme en haut, une catégorie 2, 1000 volts, donc je me dis, oh, je suis correct, je travaille sur 600 volts. Non, ça dépend où tu travailles. Donc là, à ce moment-là, c'est là que ça nous prend la bonne catégorie. Si on prend les appareils de flou, ben, ce qui est intéressant, c'est que sur les appareils, puis même ça devrait être le cas sur tous les appareils indépendamment là, du manufacturier, vous devriez reconnaître le symbole catégorie avec le chiffre romain 1, 2, 3 ou 4 et une tension associée. Donc, dans celui-là qu'on a en ce moment, on parle d'un catégorie 3 1000 volts ou d'un catégorie 4 600 volts. Et puis ça, tu as ça sur tous les appareils. Ce qui est intéressant quand on regarde l'image ici, on a 3 pinces ampères-métriques, puis là, vous vous rendez compte que l'appareil est comme de plus en plus gros. Bien, la raison est simple, c'est que plus on a une catégorie élevée, plus on a une tension élevée. Il faut que l'appareil soit capable de dissiper le surplus d'énergie. Donc, on a besoin d'espace, d'air plus grand. C'est pour ça que les petits appareils qui sont corrects pour faire du bricolage ne sont pas nécessairement adéquats pour l'électricité industrielle parce qu'il n'y a pas assez d'espace dans ces appareils-là pour dissiper l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'en général, ça va être des appareils de catégorie 1, catégorie 2, qui sont simplement faits pour ce qu'on appelle du hobby, donc de faire des petits travaux électroniques et non de travailler sur de la tension électrique. Essais et certifications indépendantes. Il existe 2 types d'équipements. On va avoir des appareils qu'on dit qui sont inscrits par rapport ou qui sont conçus pour. Ce qui se produit, c'est que le CEI a établi des normes, mais ils ne font pas de tests puis ils n'inspectent pas non plus la conformité. Donc, un fabricant peut dire qu'il a conçu son appareil pour rencontrer les normes, mais il n'a peut-être pas fait faire de tests par une firme indépendante. Donc, lorsque tu prends un appareil qui est UL, CSA, TUV, là, ça, c'est des appareils qui, en plus d'avoir été conçus pour rencontrer une norme, ont été testés par une compagnie indépendante. C'est sûr et certain que lorsque tu parles d'un appareil qui a été testé, donc là, ça devient un appareil qui est certifié, bien là, tu es encore plus sûr de ta protection parce que ce n'est pas juste l'appareil a été bâti pour répondre à la norme, mais on sait qu'une firme indépendante l'a testé et qui a rencontré les différentes normes. Donc, encore là, sur les appareils, dans le cas de flou, vous regardez à l'arrière de l'appareil et vous allez voir tous les standards sur lesquels l'appareil a été testé. OK, là, à cette heure qu'on a fait notre petit côté protection, s'assurer que vous avez les bons équipements, on va aller maintenant dans ce qui est exigé par les standards IEC pour faire les différents tests sur les systèmes photovoltaïques. Lors de l'installation, de la mise en service et de l'exécution ou de la maintenance des systèmes photovoltaïques, les techniciens vérifient la sécurité et les performances conformément aux normes CEI 62446-1. Côté sécurité, bien, la norme 62446-1 exige que les circuits CA soient d'abord testés, puis les 6 essais de circuits CC suivants doivent être effectués, de préférence dans cet ordre. Donc, l'idée, c'est simple. Lors d'une installation, d'une mise en service ou même au niveau de la maintenance, première étape, on va vérifier notre AC. Tout est beau, parfait. Ensuite de ça, on va aller faire les 6 tests au niveau du DC. Le premier test va être de vérifier la continuité de l'équipement et des conducteurs de mise à la terre du système. Le deuxième test, vérifier la polarité de tous les câbles en DC. Parce que comme vous savez, lorsqu'on travaille en DC comparativement au AC, bien là, on peut avoir une polarité positive ou négative.
Certains appareils, ça c'est de quoi qui est super intéressant, surtout quand tu travailles dans un environnement où c'est quand même clair parce que tu travailles à l'extérieur souvent, vont avoir un test de polarité, mais qui vont aussi avoir un signal sonore. Donc, si tu fais un test, puis que tu as un circuit qui est inversé, bien, l'appareil ne va pas juste te montrer le petit moins sur ton afficheur, mais tu vas avoir un bip sonore qui va te faire réaliser, un peu comme quand tu fais des tests de continuité avec un multimètre. Oh, j'ai quelque chose de différent. Donc ça va attirer ton attention. Parce qu'on s'entend, un système photovoltaïque, on a beaucoup de cellules à vérifier, donc on a beaucoup de points de contact à vérifier. Fait qu'à un certain moment donné, comme n'importe quoi, on commence à être un petit peu plus dans la lune, puis peut-être que le petit moins, on ne l'a pas vu. Donc, d'avoir un appareil qui a ce petit côté-là sonore de plus pourrait être un appareil super intéressant. Le troisième test, c'est qu'on va aller vérifier la tension de circuit ouvert, le VOC. Puis ça, encore là, on va faire ça pour chaque circuit ou source de photovoltaïque. Donc, l'idée avec ça, c'est de voir en conditions ouvertes la tension maximum qu'on devrait avoir. On va vérifier le courant court-circuit pour chaque circuit, encore là. Puis là, à ce moment-là, on devrait avoir la tension la plus basse, puis on est capable de mesurer le courant court-circuit. On va vérifier la fonctionnalité des principaux composants du système. On va vérifier la résistance d'isolation des conducteurs de circuits en DC. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'assurer que tous les câbles qui ont été posés ont une bonne isolation. Une fois que ces tests-là ont été faits, bien là, à ce moment-là, on peut passer dans ce qu'on appelle la catégorie 2, où là, dans la catégorie 2, bien, une des choses qui est super intéressante, c'est le traçage de la courbe IV. Ça nous permet, après ça, avec un logiciel, de pouvoir le suivre et de pouvoir voir ce qui se produit avec notre système. C'est-à-dire que si je viens d'installer un nouveau système, je m'en vais faire ma courbe IV. Dans ce moment-là, voici comment que mon système devrait fonctionner. Quand tu as des appareils multifonctions, bien, il y en a qui vont même être en mesure de combiner avec d'autres appareils, comme un appareil d'irradiation, et ainsi de suite, pour nous permettre d'avoir la vraie courbe IV qu'on veut obtenir. Puis ça va nous donner des indices. Aussi simple que juste le fait que nos cellules photovoltaïques commencent à avoir de la poussière dessus, bien, ça va changer ma courbe. Si j'ai des circuits qui ont ouvert et ainsi de suite, ça va changer. Donc, toutes des choses qu'avec le système, avec la courbe IV, on va être en mesure de voir. C'est quoi les flux de travail solaire étape par étape? Bon, c'est sûr et certain, si on part du début, on va avoir l'étude du site. Donc, est-ce que c'est un endroit où on a assez de radiation solaire? Est-ce qu'on atteint les nombres de watts qu'on voudrait obtenir par jour dans un secteur X? Oui, donc là, à ce moment-là, on peut commencer à faire la conception du système. Une fois que le système a été conçu, bien là, on va aller chercher les permis et on va faire l'installation, la mise en service et par la suite, bien, ça va être tout ce qui est l'opération et la maintenance. Les tests de mesure qu'on va faire au niveau solaire, bon, ben le VOC et le ISC qu'on parlait tantôt, bien ça, on va faire ça dans la première section qui va être au niveau des modules photovoltaïques. On va le faire aussi au niveau de la boîte des combinables. On va aussi regarder au niveau du réseau électrique. Le traçage de la courbe IV, bien ça, on va faire ça dans nos deux premières sections, module photovoltaïque, puis la boîte du combinateur. La température, bien ça, on va faire ça au niveau des modules photovoltaïques. L'irradiance aussi. L'angle d'inclinaison, super important ça aussi. Résistance de l'isolation. Bien là, on va le faire partout où est-ce qu'on a du filage. Donc, on va le faire réellement dans la section 1, 2 et dans la section 5, au niveau là, des ondulaires. La continuité, même chose aussi. Les fautes à la terre. Bien là, on veut s'assurer qu'on n'a pas de fautes à la terre à différents endroits. La qualité de l'alimentation, bien là, c'est réellement plus dans la section finale où là, on est rendu au panneau de service. Les tests de batterie, bien, c'est sûr et certain, lorsqu'on a des cellules photovoltaïques, qu'est-ce qui vient avec ça? C'est des bancs de batterie.
Ça encore là, c'est quelque chose qu'il faut s'assurer. Est-ce que mes cellules sont toujours aussi bonnes? Est-ce qu'elles sont capables d'emmagasiner autant d'énergie? Donc, on a des appareils pour faire ce genre de test-là. Et on va aller vérifier le AC lui-même à l'onduleur et au panneau de service. Les outils que vous devriez avoir à votre ceinture, bien, une pince ampermétrique, un compteur d'irradiance, un traceur de courbe IV, un vérificateur d'isolation, IRT, ou plus communément appelé un appareil, un mégomètre. On va avoir des vérificateurs d'installation, caméra thermique et analyseur de batterie. Comme vous voyez, ce n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup d'équipements qui sont requis pour faire une bonne maintenance ou une bonne installation d'un système photovoltaïque. Lorsqu'on regarde l'installation de fil, bien, on va faire les tests d'isolation. Donc, on va vérifier l'intégrité de l'isolation après l'installation du fil. Ça peut également être utilisé pour identifier les défauts à la terre. Donc, c'est sûr et certain que lorsqu'on envoie notre haute tension, bien, si notre fil à un endroit ou à un autre est mal isolé, bien, il va y avoir de l'électricité qui va se retrouver à la terre. Donc, on va voir des défauts, là, des défauts de terre. On va voir des problèmes d'isolation des câbles. Ça peut être aussi bête que lorsqu'on l'a installé en tirant les fils à l'intérieur des différents équipements, bien, il a peut-être passé trop proche d'une plaque de métal, puis on a enlevé une partie de l'isolation. En faisant un test d'isolation, bien, on est capable de s'assurer, est-ce que c'est encore sécuritaire? Ou si ce n'est pas sécuritaire, bien, je veux le savoir tout de suite parce qu'avant de mettre l'électricité dessus. Là. Le compteur d'isolation envoie une haute tension par le biais d'un conducteur et mesure les fuites à la terre. On va trouver les dommages avant qu'ils ne deviennent un problème plus important. Les outils appropriés, on peut y aller avec le 1587 de Fluke, le 1507. Il y a d'autres appareils qui vont le faire. Ou encore mieux, on peut y aller avec un appareil multifonction comme le SMFT 1000. Le SMFT 1000, c'est un appareil qui va nous permettre de réellement faire la majorité des tests lors d'un système photovoltaïque. Et à l'intérieur de cet appareil-là, on a justement un vérificateur d'isolation à l'intérieur. Lors de la mise en service, on va vérifier la tension et la polarité. Donc, en DC, en AC, on sait qu'on n'a pas de problème de polarité. Donc, le test VOC va identifier les chaînes qui sont mal câblées. C'est-à-dire que lorsqu'on fait notre test, si on voit une tension qui est trop élevée, bien là, ça veut dire que j'aurai trop de modules en série qui va faire que mon système dépasse la tension qui est censée générer. À l'inverse, si j'ai une tension trop basse, bien là, j'ai trop peu de modules en série ou j'ai un module qui est connecté à la Terre, donc qui va faire que mon système n'utilise pas la totalité là, de la tension qu'il devrait avoir. Les tests de polarité vont garantir que les circuits électriques sont branchés correctement. Les outils appropriés, bien, ça va être tout multimètre numérique ou pince ampermétrique avec la bonne protection, bien sûr, pour la tension du système. Donc, ça pourrait être un exemple 393, ça peut être des produits d'Emprobe. Donc, il y a plusieurs appareils possibles, imaginables. La mise en service. Donc, une fois qu'on a fait nos tests, qu'on s'est assuré que tous nos câblages sont bons, là, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test de base de la courbe IV. Donc là, ça va nous permettre d'identifier tous les problèmes de la module chaîne avant l'opération. Puis, on va créer un enregistrement historique pour la comparaison future. Comme j'expliquais tantôt, c'est qu'on va commencer, on va faire notre premier test, donc on va tracer notre courbe IV. On va être capable de voir qu'est-ce que c'est lorsqu'on l'a installé. Fait que si je me retrouve 6 mois plus tard en train de faire ma maintenance, bien là, je peux faire une nouvelle courbe. Puis là, si je me rends compte que ma courbe a changé, bien là, il est arrivé quelque chose. Est-ce que j'ai plus d'ondes que normal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau de mon circuit? Est-ce que mes cellules sont sales? Donc là, on va pouvoir aller vérifier un peu plus loin. On peut identifier des problèmes non vus avec les tests VOC. Donc, ça nous prend un appareil approprié. Donc, c'est un traceur de courbe IV, un outil multifonction avec le traçage de courbe IV. Donc, encore là, il y a plusieurs types d'appareils possibles, dépendant justement de la grosseur des bancs que vous avez, des systèmes photovoltaïques que vous avez, etc.
Mesure de continuité. Donc là, ce que ça nous prend, c'est un appareil pour mesurer les très basses résistances. Donc, comparativement à tantôt, où lorsqu'on cherchait l'isolation, on avait de très hautes résistances. Là, maintenant, on s'en va avec un appareil pour mesurer les très basses résistances. Donc, l'idée, là, on veut s'assurer que toutes nos connexions, donc les mesures de résistance de continuité entre deux points, puis on veut checker le cadre, le module des tiges de mise à la terre, on veut vérifier entre deux câbles, donc on veut vérifier réellement qu'on a toujours des faibles résistances partout. On va s'assurer que les pièces métalliques qui ne transportent pas de courant sont reliées ensemble, donc tout ce qui ne devrait pas avoir de courant, donc tout devrait être relié ensemble, fait qu'on va pouvoir faire des tests pour s'assurer de ça. On peut prendre des outils appropriés, on peut même aller chercher des micromètres, des milliomètres, donc il y a plusieurs types d'appareils disponibles pour les très basses résistances. On veut s'assurer qu'on a toujours notre valeur inférieure, là, de mémoire dans ce cas-ci, c'est inférieur à 25 ohms, mais il faudrait le valider pour être certain. On peut faire aussi les essais de la résistance au sol. Donc, on va mesurer la résistance du système de la mise à la terre de l'équipement à la terre. Donc, on veut s'assurer que le système de mise à la terre a une connexion à faible résistance. Les pièces non reliées à la terre peuvent présenter un danger pour la sécurité s'il y a un défaut de mise à la terre. C'est sûr et certain que si votre mise à la terre n'est pas adéquate, qu'il se produit un événement quelconque pendant que vous êtes là, puis que c'est vous qui touchez cet équipement-là, bien là, le chemin de la terre devient simple, ça va passer par votre corps. Donc, si un exemple, l'opérateur qui est là avait sa main à côté sur la structure, il y a un défaut, puis les mises à la terre ne sont pas adéquates, donc l'électricité va passer par lui pour se rendre à la terre. On ne veut pas ça. En faisant les essais de vérification de la mise à la terre, on va être en mesure de s'assurer que tous les points de connexion ont une résistance très basse qui va faire que c'est eux qui vont laisser passer les courants qui s'en vont à la terre et non nous ou toute autre pièce mécanique qui pourrait être installée. Dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est la pince 1630. Ça, c'est une pince qui est faite pour vérifier les mises à la terre. Donc, on a un côté qui va injecter un courant et l'autre côté qui va mesurer ce qui revient. Donc, ça nous permet de mesurer la résistance. Les tests de performance. Bien là, c'est là qu'on va faire la mesure de puissance prévue par rapport aux mesures de puissance réelle. On va faire la vérification de l'efficacité des onduleurs. On va s'assurer que tous les systèmes fonctionnent correctement. On va définir des données de référence pour les tests futurs. Donc, on va pouvoir avoir notre courbe de départ. Donc, comment c'était quand j'ai commencé. Fait que, comme on disait tantôt, on va le faire du côté DC. On va le faire aussi du côté AC. Donc, on va être en mesure, avec le bon appareil, de pouvoir faire les différents tests. Certains appareils, on va faire un test, enregistrer les résultats, passer au deuxième test. Puis, il y en a d'autres qui me permettent de faire les deux tests et d'enregistrer les deux simultanément. Donc, une fois qu'on a fait notre mesure, il nous dit de peser sur le F3, puis à ce moment-là, il va enregistrer cette information-là. Par la suite, on va aller dans le mode AC. Donc, on est capable, sur le même écran, d'avoir les deux informations. Ça, en passant, ça, c'est l'image, l'écran qu'on aurait sur le SMFT1000. Donc, lui, c'en est un, justement, que je n'ai pas besoin de rien écrire ou d'enregistrer d'une façon quelconque. Il me permet de voir les deux un après l'autre. Bien, pas après l'autre, un côte à côte, mais en les prenant un après l'autre. L'imagerie thermique. Les équipements électriques, débranchements, combineurs, onduleurs, transformateurs. C'est tous des équipements qui ont de l'électricité et qu'on devrait s'assurer qu'on n'a pas de problème électrique. Avec ces appareils-là, on va être en mesure de pouvoir prendre des relevés et de pouvoir s'assurer que tout est correct. On peut le faire par aérien avec les drones. Donc, c'est sûr et certain que pour couvrir une grande surface où est-ce qu'on aurait là, des grandes étendues de panneaux solaires, bien là, le drone peut devenir intéressant parce que c'est de quoi de plus rapide. On va pouvoir survoler en haut des panneaux, puis on va pouvoir s'assurer des résultats. Mais ça n'empêche que ça va nous prendre aussi un appareil portatif parce qu'il y a certains tests qu'on peut juste faire lorsqu'on est sur le sol. Donc, avec l'appareil portatif, on est en mesure de le faire.
on va pouvoir vérifier les interconnexions des modules. Puis, avec le système qui fonctionne à haute irradiance. Donc, lorsqu'on fait les tests, on va être à la charge la plus élevée possible. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait de thermographie électrique, la charge est super importante. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'on veut au minimum 40% de la charge, mais le plus haut, le plus facile. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on recommande d'avoir l'irradiance la plus élevée lorsqu'on fait nos tests de thermographie pour s'assurer d'avoir les bons résultats. La thermographie, c'est sûr et certain qu'une formation est nécessaire, surtout en électrique. C'est quelque chose que ça nous prend la formation. Donc, si vous allez de ce côté-là, on offre aussi des services de formation. À ce moment-là, vous êtes en mesure de bien vous équiper et d'avoir la formation adéquate pour l'utiliser correctement et éviter les erreurs possibles. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette slide ici. Pendant longtemps, lorsqu'on faisait de la thermographie électrique, le directeur d'usine ou le directeur de maintenance prenait la caméra, donnait ça à son employé, puis lui disait « Va chercher les points chauds ». Donc, on a le bon technicien qui s'en va, puis là, il s'en va avec ses œillères, il cherche des points chauds. Il y a quelque chose de froid, c'est pas grave, moi je cherche un point chaud. Ce qu'on essaye maintenant d'expliquer aux gens, c'est qu'un problème électrique, ça peut être autant un point chaud qu'un point froid. Si on regarde dans un point chaud, c'est qu'on a une résistance élevée, donc on a une mauvaise connexion, et ainsi de suite. On va avoir des températures élevées. À l'inverse, un équipement froid, là, c'est peut-être qu'on n'a aucun courant qui passe ou peut-être que c'est trop faible. Donc, à ce moment-là, c'est quand même une problématique. Dans l'image en haut qu'on voit, si on regarde complètement à la droite, il y a un module qui est complètement froid. Il est à peine visible à la caméra thermique. Ce qui se produit, c'est que c'en est un qui n'était même pas raccordé. C'est correct. Maintenant, on le sait, on l'a regardé. Donc, normalement, la personne, le thermographe, aurait vu, oh, j'ai quelque chose de froid, aurait fait l'analyse un peu plus loin, puis se rendre compte, OK, ça, c'est un module qui ne sert pas, qui n'est pas connecté, parfait, on continue. Mais c'est important de porter attention autant au point chaud qu'au point froid. C'est bon d'avoir une ligne de base. Donc, lorsqu'on vient de faire l'installation, si on prend tout de suite ces photos-là, ça va nous donner une base. Puis par la suite, on va pouvoir voir s'il y a une dégradation des équipements. Les équipements appropriés, ça va être des caméras thermographiques aériennes ou portatives. Puis à ce moment-là, on a une panoplie de caméras disponibles pour ça. Mais rien n'enlève que ça nous prend quand même une inspection visuelle. Puis si on suit à la norme IEC 62446-1, une des premières choses, c'est réellement de faire ce qu'on appelle une inspection visuelle pour identifier les problèmes de maintenance. Donc, c'est un moyen facile de trouver des problèmes tels que les connecteurs brûlés, des modules endommagés, etc. À ce moment-là, les outils appropriés, c'est un inspecteur bien formé, puis une liste de contrôle. Donc, l'idée, c'est d'avoir une liste pour s'assurer qu'on a bien regardé les différentes composantes qu'on devrait vérifier. Fait que dans un appareil, il y a des appareils qui nous permettent d'avoir la liste dans l'appareil, puis à ce moment-là, notre technicien, il n'a pas le choix d'aller cocher à chaque fois qu'il a fait une vérification. Un peu comme quand tu t'en vas faire un changement d'huile, puis là, il y a la grosse liste, puis là, ils ont checké ci, ils ont checké ça, puis là, ils cochent tout. C'est la même chose avec l'inspection visuelle. Les onduleurs, les transformateurs, là, on va aller vérifier la tension et le courant en continu, tension et courant en AC, continuité des fusibles. On va encore là faire de l'imagerie thermique, vérifier que les bornes sont adéquatement serrées. On va vérifier l'efficacité de l'onduleur, tension de l'alimentation CA, donc tension, fréquence, les harmoniques, etc. Au niveau des onduleurs et des transformateurs, là, on va s'assurer que l'équipement fonctionne correctement, maintient la garantie du manufacturier ou OEM, prévient les défaillances futures, maximise la production du système. Et pour faire ces différents tests-là, ça va nous prendre un multimètre numérique, compteur de serrage ou ce qu'on appelle un vérificateur de torque, un outil de couple,
testeur multifonction. Donc, ça, c'est d'autres tests où est-ce qu'on a encore là besoin d'équipement pour le faire adéquatement. Question d'harmonique. Ben là, il faut qu'on aille sur une autre pièce d'équipement qui est un analyseur de qualité électrique. Donc, le concept des systèmes photovoltaïques devrait minimiser les harmoniques. Cependant, si vous soupçonnez des problèmes d'harmonique dans votre installation, vous pouvez utiliser un analyseur de qualité d'alimentation pour dépanner le système. Résolution de prévention de problèmes dans les systèmes de production, réalisation d'études de charge pour réduire la consommation d'énergie, capable d'enregistrer les transitoires à haute vitesse jusqu'à 20 MHz. Donc, on a des appareils qui sont faits spécifiquement pour voir toutes les problématiques possibles avec la qualité électrique de votre réseau. L'analyseur de puissance, comme ça, c'est la nouvelle série de Fluke 1777. C'est un appareil qui est super simple d'utilisation puis qui nous permet d'avoir tous les résultats. Si je me fie au passé, bien, anciennement, pour faire des analyses électriques, pour faire des analyses d'harmonique, ça nous prenait une grosse formation. Puis là, tu pouvais arriver après 2 semaines, dire « Oh, j'ai fait une erreur, je n'ai pas fait les bons ajustements. » Fait que mon appareil est installé pendant 2 semaines, mais je n'ai rien capturé. Aujourd'hui, les appareils sont rendus super performants et sont faits pour capturer tous les événements qui arrivent, quoi que ce soit. Donc, quand il a été installé, on va le partir. Dans ce cas-ci, moi, j'appelle ça mon appareil anti-stupide, où là, on va avoir un code de couleur. Puis tant que toutes les LED ne sont pas verts, le bouton Start, il ne vient pas vert. Tant qu'il n'est pas vert, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait comme il faut. Tu fais tes ajustements comme il faut, ça devient vert, tu pèses sur Start, puis tout s'enregistre, tu n'as plus rien à faire. Tu es sûr d'avoir capturé tes événements. L'opération et maintenance des modules, bien, on va faire une inspection visuelle, le réseau pour détecter les dommages évidents ou toutes des connexions accidentelles, donc les modules endommagés, l'isolation compromise, connecteurs desserrés ou endommagés. On va faire aussi l'inspection par imagerie thermique, encore là, aérienne ou portative. On va faire les modules, les cellules qui ne fonctionnent pas vont être chauds, les connexions à haute résistance vont être chaudes, les équipements, on va identifier l'équipement pour d'autres tests. Donc, on peut se promener rapidement, on peut voir différentes défaillances très, très facilement et on va pouvoir aller faire des tests subséquents pour résoudre le problème. Vérifier la tension et le courant. Donc, on va faire les tests de tension. On peut identifier les diodes de dérivation fermée. On va faire les tests de courant. On va pouvoir identifier les chaînes qui ne produisent pas. On va vérifier le courant de circuit avant de déconnecter les modules, etc., etc. L'inspection visuelle, ben, elle reste toujours là. On n'a pas le choix. Ça fait partie des étapes, puis même c'est la première étape qu'on devrait faire, c'est l'inspection visuelle. Par la suite, l'inspection par imagerie thermique est une très bonne façon de trouver ce que visuellement on n'a pas été en mesure de voir. Parce que dans certains cas, une mauvaise connexion, visuellement, tout est beau. Mais là, tu prends avec la caméra thermique, puis là, tu vois un endroit où est-ce que la connexion est plus chaude, bien là, à ce moment-là, tu sais qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, on va aller investiguer un peu plus loin. Vérifier les tensions courant, bien, on va prendre des multimètres, les pinces. On va s'assurer d'avoir la bonne catégorie et d'avoir une tension supérieure à la tension du réseau. Qu'est-ce qu'une faute à la terre? C'est une connexion involontaire entre un conducteur porteur de courant et une pièce métallique mise à la terre. Les types de défauts de la mise à la terre, ça peut être ce qu'on appelle solide, où là, c'est une connexion qui est ferme, puis c'est toujours là, on a un problème à la terre. Ou ça peut être intermittent. La connexion de terre va et vient. Ça peut apparaître lorsque le tableau est mouillé, donc le fait d'ajouter de l'humidité. Bien là, on pourrait avoir une mauvaise mise à la terre lorsque le panneau est mouillé ou lorsque notre système se déplace. Donc, si c'est un câble, un exemple, puis lorsqu'il y a un déplacement, le câble bouge un peu, puis là, tout d'un coup, hop, on a notre défaut de mise à la terre, hop, on ne l'a plus, on l'a plus. Cause des défauts des défauts de mise à la terre. On peut avoir les fils qui sont pincés. On peut avoir les dommages lors de l'attraction des fils. L'isolation s'use contre le bord tranchant de la crémaille ou du module. Ou simplement l'usure normale.
ton câble, il va faire partie il va être influencé par les intempéries, le froid, le chaud, le soleil. Donc, on va se retrouver avec une gaine qui tranquillement va perdre ses caractéristiques puis va devenir moins isolante. Fait qu'avec des tests d'isolation, on va pouvoir vérifier pour être sûr que notre isolation est toujours adéquate pour éviter d'avoir des problèmes, des défauts à la terre comme ça. Test de tension, donc positif à négatif, positif à terre, négatif à terre. Donc, normalement, lorsqu'on fait les tests de tension, positif à négatif, on devrait avoir la tension totale de notre circuit. Positif à la terre, puis négatif à la terre, on devrait avoir 0. Les anciens systèmes, il y en avait avec des protections de diode, où là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais les nouveaux systèmes, pour la majorité, quand je fais mon test positif à la terre, puis négatif à la terre, je devrais avoir 0. Donc, on va rechercher les tensions à la terre, donc ça devrait être 0. Dans certains cas, on peut avoir ce qu'on appelle une tension fantôme. Donc, au début du test, tu vois une certaine tension, mais là, tranquillement, ça s'atténue. Donc, ce que ça nous dit, c'est que c'était juste une tension là, fantôme. Ce n'était pas une vraie tension qu'on mesurait. Les essais de résistance de l'isolation, on va utiliser pour identifier les chaînes avec les défauts de mise à terre intermittents. La résistance à l'isolation peut atteindre le seuil de passage de l'IEC, mais peut être une valeur qui est aberrante. Donc, on peut avoir des valeurs qui sont comme limites et ainsi de suite. Fait que c'est bon de faire des essais d'isolation. Les défauts de mise à la terre peuvent créer un danger pour la sécurité. Ça peut être des pièces métalliques qui, normalement, ne devraient être pas sous tension, maintenant le sont. Ça peut être des risques d'incendie. Ça peut être aussi des risques d'avoir des arcs électriques. Donc, on va réduire la protection du système, puis on va quand même faire nos tests. On va s'assurer qu'on n'a pas de défaut. Donc, multimètre, pince, vérificateur d'isolation, c'est toutes des choses qu'on devrait servir pour s'assurer que tout est beau. Lorsqu'on parle de défaut de mise à la terre, une des choses qu'on peut faire, c'est simplement avec un multimètre, faire un test. Comme dans ce cas-ci, c'est un système où est-ce qu'on a 16 modules avec 53,82 volts par cellule. Puis lorsqu'on fait notre test de positif à négatif, on se retrouve avec 861,12, qui est la tension totale de chacune des cellules. C'est ce qu'on veut voir. On peut faire ensuite de ça le test positif à la terre. 645 volts. Puis on peut faire le test négatif à la terre. 215. Donc, dans les deux derniers cas où je m'attendais d'avoir 0, j'ai une tension. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait les mathématiques, on va être capable maintenant de déterminer d'où provient la problématique. C'est-à-dire, avec mon positif à négatif, j'ai mon 861 divisé par 53, donc j'ai 16 modules, qui est le nombre de modules que j'avais. Lorsque je fais mon positif à ground ou à mise à la terre, je me retrouve avec 145 volts. Donc, si je divise par 53, ça me donne 12, donc ce qui m'amènerait à la 12e cellule, comme si j'avais un réseau de 12 cellules au lieu de 16. Et lorsque je fais de négatif à ground, j'ai 215, donc je me retrouve avec 4 cellules. Donc, dans ce cas-ci, notre problématique était entre le module 4 et le module 5. Un autre exemple, l'emplacement du défaut de la Terre se trouve directement là, sur le point négatif. À ce moment-ci, quand je fais mon positif à négatif, je vais avoir mon 861. Mais lorsque je vais aller faire mes autres tests, je vais me retrouver avec mon 0 sur 1, puis soit 861 sur l'autre. Donc, je vais savoir que je me retrouve à cet endroit-là. L'opération et maintenance des défauts d'arc. Qu'est-ce qu'un défaut d'arc? C'est une connexion qui provoque un arc électrique. En passant, on est rendu maintenant avec des caméras acoustiques qui sont capables d'écouter les arcs électriques. Il y a deux types de défauts d'arc. Il y a des défauts d'arc qu'on appelle en série, où là, je vais avoir une haute résistance alors qu'il devrait y en avoir peu. Donc, la haute résistance des connexions de module à module. Puis, on va avoir les failles d'arc en parallèle, où là, je vais avoir une faible résistance, alors qu'il devrait y en avoir une forte connexion DC positif à DC négatif. Mais c'est sûr que lorsque j'ai
un arc en série, bien là, ça devient plus facile parce que lorsque j'augmente ma résistance de connexion, bien, je vais avoir un point chaud qui va apparaître, qui ne sera pas nécessairement le cas dans le deuxième parce que je vais avoir une faible résistance. L'inspection visuelle, on va rechercher les dommages causés par les brûlures. Caméra thermique va détecter les connexions à haute résistance. On peut avoir aussi le code d'erreur de l'onduleur lui-même qui va isoler les chaînes. On va redémarrer l'onduleur. On va rechercher la chaîne en défaut. Donc, dans certains cas, on va repartir le système. On va s'assurer qu'il n'y a rien qui touche. Là. On va repartir le système. Puis si on voit que le code revient, bien là, on sait qu'on n'était pas nécessairement à la bonne endroit. Puis on va essayer d'isoler. Les défauts d'arc, ben, c'est grave pour la sécurité. Donc, risque d'électricité et d'incendie. Les failles de l'arc en DC série finiront par s'épuiser, mais peuvent d'abord provoquer un incendie. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'à force de faire un arc, éventuellement, ben, le circuit va ouvrir, mais ça va avoir tellement chauffé que ça peut provoquer un incendie. Les défauts d'arc en parallèle se poursuivront jusqu'à ce que le circuit soit rompu ou que le courant s'arrête. Donc, encore là, caméra thermique, processus de dépannage vont être les façons qu'on va trouver nos problématiques. Documentation. Donc, les données d'essai doivent être enregistrées pour référence future. Les données doivent être faciles à enregistrer, cataloguées, récupérées et précises. Puis le flux de travail garantit le résultat cohérent, en particulier pour les niveaux techniciens. Donc, le fait d'avoir un appareil multifonction qui fait ses propres rapports, bien, ça va nous permettre de pouvoir prendre les résultats, les enregistrer, puis on va pouvoir s'assurer d'avoir des travaux qui sont faits adéquatement. L'étalonnage, bien, c'est sûr et certain que si vous avez acheté un appareil il y a 5 ou 10 ans, puis vous ne l'avez jamais fait étalonner, bien, il est possible qu'avec les années, ton appareil ne lit plus correctement. Normalement, tous les appareils qu'on va servir dans le cadre de mesure où est-ce qu'on va enregistrer des données devraient avoir été certifiés annuellement. Donc, de cette façon-là, on s'assure que notre appareil est toujours conforme. Puis même, entre les ans, bien, ça serait une bonne pratique de faire une comparaison. Si vous avez comme 2 ou 3 multimètres, bien, une fois de temps en temps, vous faites une comparaison des 2 ou 3 multimètres. Est-ce que les deux lisent la même chose? Oui, bon, ben, on est correct. Il y en a un qui ne lit pas pareil. Oups, c'est bizarre. Une des choses que les gens ne savent pas, mais si tu travailles avec un appareil et tu l'as échappé, bien, techniquement, tu devrais le refaire certifier parce qu'il est peut-être arrivé quelque chose lors de la chute que tu ne vois pas, puis que maintenant, ton appareil est peut-être plus adéquat. Fait que ça serait une bonne chose, si ça n'a pas été fait, de les refaire et de vous faire un petit logbook et de le faire sur une procédure annuelle. En résumé, les outils d'essai et de mesure doivent avoir la bonne catégorie et le bon niveau de tension approprié. De nombreuses tâches nécessitent des tests différents, donc le bon outil pour le travail le rend plus rapide et plus sûr. Calibrez vos outils pour assurer des mesures précises. Portez les équipements de protection individuelle correctement et utilisez des outils correctement évalués et testés. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, merci beaucoup, Claude. Comme on a dit tantôt et au début, beaucoup d'informations qu'on a parlé durant la présentation, mais c'est le temps pour vos questions et les réponses de nous autres ou Claude. Donc, merci encore, Claude, pour la présentation et toutes les informations. Pour soumettre une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat ou la fonction question et on va vous répondre. Il nous laisse à peu près 7 à 8 minutes pour vous répondre. Donc, s'il vous plaît, entrez là-dedans. Un petit note. Si vous avez des questions spécifiques pour les prix ou la disponibilité ou n'importe quoi de quoi que ce soit dans cette terme-là de tous les instruments qu'on a parlé aujourd'hui ou les spécifications techniques, les catégories 3, 4, n'importe quoi, nous vous encourageons à visiter notre site web itm.com et vous trouverez notre liste de produits. On a un site
juste pour les instruments Fluke. Prix et disponibilité, les fichiers techniques, les manuels. Vous pouvez trouver nos coordonnées aussi et les différents moyens à nous contacter. Donc, chat, par téléphone, par courriel. Nous, notre équipe d'expertise technique sont là pour vous aider. Donc, merci beaucoup. Donc, regardez si on a une question de Sébastien. Que faites-vous pour la mise en service des systèmes avec micro-onduleurs? Très bonne question. Là, tu sors de mon champ d'expertise. Il va falloir qu'on te revienne là-dessus. J'en connais beaucoup, là, mais là, quand on s'en va trop spécifique, là, j'aime mieux faire des recherches avant de répondre quoi que ce soit. Parfait. Donc, Sébastien, on va vous contacter directement après la présentation aujourd'hui ou demain. Encore, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat ou la fonction question pour poser toutes vos questions. En question, on a parlé beaucoup des étapes d'installation et l'inspection. Est-ce qu'on doit suivre les étapes qu'on a parlé des installations pour les inspections et la maintenance aussi, ou est-ce qu'il y en a des étapes qu'on peut skipper ou n'importe quoi pour l'inspection et la maintenance? Bon, ça, pour la réponse exacte, il faudrait aller regarder justement la norme IEC. Là-dedans, c'est réellement bien défini. Oui, à l'installation, on n'a pas le choix. Puis je sais qu'il faut que ce soit fait sur un certain intervalle. Sauf que je n'ai pas la valeur exacte. Donc, en allant vérifier la norme IEC, si vous voulez avoir le numéro, là, c'est le 62446-1. Eux vont spécifier à quel intervalle ces tests-là doivent être refaits. Mais oui, parce qu'on veut voir dans le temps ce qui va se passer avec nos équipements. Un autre appel, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat ou la fonction question pour soumettre toutes vos questions. Il nous laisse à peu près peut-être 4 ou 5 minutes pour vous répondre. Sinon, si vous avez des questions après la présentation et on ferme aujourd'hui, s'il vous plaît, nous contacter. Allez-y sur itm.com/fr pour la version française du site web, puis trouver nos coordonnées par courriel, par chat ou par téléphone aussi. Donc, durant la présentation, Claude, on a parlé de toutes les sortes d'instrumentation qu'on doit utiliser pour faire la gamme de tests. Est-ce qu'il y en a une kit complète qu'un inspecteur nouveau ou n'importe qui peut acheter pour avoir tout qui se besoin pour faire les tests? Oui, puis ça va réellement dépendre du type de cellules que tu fais. Si tu vas chercher les hautes efficacités, bien là, on n'a pas le choix. On va aller chercher les appareils là, de la série, le numéro, attends un petit peu, PAV. Donc là, on a le 1500 là, H qui va faire pour les hautes efficacités. Si tout ce qu'on a est en bas de 1000 volts, bien là, à ce moment-là, on peut aller chercher le SMFT 1000 qui, lui, va avoir des kits disponibles. On a même des kits avec de la formation dans certains cas. Fait que tu peux réellement avoir un appareil avec tout ce que tu as besoin, irradiance, langue, etc. On a même des appareils qui vont envoyer par Bluetooth, comme on a un système d'irradiance qui envoie par Bluetooth à un autre appareil. Fait que quand on fait nos tests, il va aller chercher des résultats pour les additionner à son test. Donc, c'est également là, on peut aller très, très, très loin là, dans ces types de tests-là. Et c'est des appareils qui vont aussi nous permettre de faire des rapports par la suite. C'est parfait. Puis encore, un petit rappel, si vous avez besoin, vous voulez une soumission formelle ou des questions sur les spécifications techniques, n'importe quoi,
itm.com. Vous pouvez trouver tout, puis nos coordonnées pour vous assister de trouver le kit, les instruments, n'importe quoi que vous avez besoin. Et un rappel, il nous reste, on dirait, 2 minutes pour rendre vos questions. Donc, si vous l'avez, s'il vous plaît, les soumettre maintenant. Sinon, encore, vous pouvez nous joindre après le webinaire à la présentation aussi. OK, ça c'est un peu spécifique à un produit, un instrument spécifique. Ça se peut qu'on doit vous répondre après, mais on va poser quand même. C'est quoi la résolution de la pince, le 374 FC, si on veut mesurer en MA et MS, donc milliamps et... Ouais. On va vérifier dans la fiche technique. Là, je ne veux pas prendre le temps d'aller faire la recherche immédiatement, mais on va vous répondre là-dessus. C'est juste encore là, c'est un petit peu spécifique, puis je ne voudrais pas dire une valeur sans l'avoir confirmé. Donc, c'est parfait. Donc, l'ancienne... C'est 30 ans d'expérience qui parle. On ne donne plus de valeur tant qu'on n'est pas sûr. Oui, c'est vrai. Donc, comme Sébastien, on va vous contacter directement après la présentation dès aujourd'hui ou demain pour vous donner la réponse de votre question directe et spécifique. Il nous reste encore 1 minute. S'il y en a une question de dernière minute, s'il vous plaît, entrez-le maintenant. Sinon, et encore une question s'en vient après la présentation quand on ferme aujourd'hui. Encore, allez visiter itm.com, nos coordonnées par courriel, par chat, par téléphone. Vous pouvez rejoindre moi, Claude, puis notre équipe de techniciens. OK. Dernière question. C'est parfait. Merci, Patrick. Est-ce que les normes qu'on a parlé aujourd'hui, ils ont appliqué à l'Ontario puis les autres provinces et États aussi? Ou est-ce qu'on parle seulement de Québec? Bon. Les normes qu'on a parlé, c'est réellement des normes internationales. Ce qui se produit, c'est que dans certains cas, un exemple au Québec, on pourrait décider d'appliquer ces normes-là plus. Donc, on pourrait aller encore plus loin. Mais disons que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la norme internationale IEC, qui est un standard international reconnu, et c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Mais c'est sûr et certain qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut valider localement les différentes normes. Est-ce qu'il y a une norme spéciale juste au niveau, un exemple, des équipements de protection individuelle? Bien, il est possible qu'ici, on soit plus exigeant que dans d'autres endroits. Fait que là, c'est juste de s'assurer qu'est-ce qu'on a. Les outils qu'on sert, est-ce que tous vos tournevis sont tous isolés? S'ils ne sont pas, bien, ça serait peut-être de quoi à regarder. Si on a ça, les tournevis isolés, toutes les torque wrench isolés, et ainsi de suite. Donc, c'est tous des équipements que tu pourrais avoir de besoin. Mais oui, il faudrait juste valider hors de tout doute localement, c'est quoi les normes exactes. Et c'est parfait. Donc, on a pris jusqu'à date quasiment l'heure complète. Donc, au nom de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. Comme j'ai dit, on est disponible pour vous aider à quoi que ce soit. Simplement visiter itm.com pour trouver tout que vous avez besoin et y compris de nos coordonnées aussi. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerions que vous remplissiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront à vous apporter plus de sujets qui vous intéressent. Nous avons aussi des webinaires à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, visitez la section de formation sur itm.com pour trouver notre calendrier complet des prochains webinaires et les sujets. Et n'oubliez pas qu'en guise de vous remercier pour votre participation aujourd'hui,
votre nom serait inscrit au tirage pour gagner 100 pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos canaux de médias sociaux. Assurez-vous de nous consulter là-bas. Encore un gros merci à tout le monde, un gros merci à vous, Claude, pour la présentation et on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée.